C'est par la raison pensante qu'on peut définir l'homme. D'une façon générale, on peut le définir tout simplement par la pensée, car c'est par elle qu'il se distingue de l'animal. Il est la pensée en soi, pour autant que celle-ci diffère également de son être pour l'autre, de sa propre naturalité et sensibilité par lesquelles il se rapproche directement de l'autre. Mais la pensée existe également en lui. L'homme lui-même est pensé. Il est là, en tant que pensant. C'est la pensée qui constitue son existence et sa réalité. En outre, pour autant que la pensée fait partie de son existence et que son existence est inséparable de la pensée est concrète, pleine de contenu et implique des tâches à remplir. Elle est raison pensante et par suite la détermination de l'homme. Mais cette détermination elle-même, envisagée en soi, n'est à son tour qu'un tu dois, devoir faire solennel, ce qui veut dire qu'elle comporte des tâches à remplir qui sont incorporées à son en-soi et que d'une façon générale, elle s'oppose sous la forme de l'en-soi à l'existence et qui ne lui est pas incorporée, qui lui est extérieure, qui est une existence naturelle et sensible. La précision de l'être en soi diffère également de celle qui appartient seulement à l'être pour l'autre et qui reste en dehors de la détermination, car dans le domaine du qualificatif, les différences, même réduites, gardent les unes par rapport aux autres leur être immédiat, qualitatif, ce que le quelque chose possède en lui. S'en sépare ainsi et devient son existence extérieure, son être là, mais ne fait pas partie de son être en soi. La précision devient ainsi manière d'être. Ayant telle ou telle manière d'être, le quelque chose se trouve comme soumis à des influences et à des conditions extérieures. Ces rapports extérieurs dont dépend la manière d'être et la détermination par un autre apparaissent comme quelque chose d'accidentel. Mais la qualité du quelque chose consiste justement en ce qu'il est livré à cette extériorité et possède une manière d'être. Lorsque quelque chose se transforme, sa transformation porte sur sa manière d'être. Elle devient dans ce quelque chose un autre, mais le quelque chose lui-même se conserve, subsiste dans le changement qui ne constitue que la couche la plus inférieure de son être autre, et non sa détermination. Détermination et manière d'être sont donc deux choses distinctes. Quelque chose est, de par sa détermination, indifférent à l'égard de sa manière d'être, mais ce que quelque chose possède comme étant inclus en lui constitue le lien rattachant l'un à l'autre ces deux termes. Mais l'être en quelque chose s'est plutôt révélé comme se décomposant en ces deux extrêmes. Le simple lien est constitué par la précision comme telle, par l'état de détermination comme tel. Aussi bien la détermination que la manière d'être font partie de son identité, mais par elle-même la détermination se transforme en manière d'être et celle-ci en celle-là. C'est ce qui résulte de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Plus précisément, le rapport est celui-ci. Dans la mesure où ce que quelque chose est en soi existe, et en soi existe également en lui, il est chargé de l'être pour l'autre. La détermination comme telle se prête ainsi souvent à des rapports avec l'autre. La précision, l'état de détermination est un moment, mais un moment qui implique en même temps la différence qualitative, ce qui diffère de l'être en soi. Le négatif du quelque chose, ce négatif consistant dans un être autre. L'état de détermination qui unit ainsi l'autre et l'être en soi introduit l'être autre dans l'être en soi ou dans l'état de détermination qui se trouve ainsi rabaissé à la manière d'être. Inversement, l'être pour l'autre, isolé et posé pour lui-même en tant que manière d'être, est en lui la même chose que l'autre, comme tel il est l'autre en lui, l'autre de lui-même. Mais de cette façon, il est l'existence, l'être là, se rapportant à elle-même, l'être en soi doué de précision, donc détermination. C'est ainsi que, pour autant qu'on tient l'être en soi et l'être pour l'autre séparés l'un de l'autre, la manière d'être, qui semble reposer sur quelque chose d'extérieur, sur un autre, dépend elle aussi de la détermination. Et la précision, l'état de déterminé, extérieur, est déterminé également par la précision propre, immanente du quelque chose. Mais la manière d'être fait également partie de ce que le quelque chose est en soi. Le quelque chose se transforme donc en raison de sa manière d'être. Cette transformation du quelque chose n'a plus rien de commun avec son premier changement qui est en rapport avec son être pour l'autre. Ce premier changement n'était qu'un changement en soi, un changement au sein du concept interne. Cette fois-ci, il s'agit d'un changement posé comme s'effectuant au sein du quelque chose lui-même, lequel subit une nouvelle détermination, et la négation est posée comme lui étant immanente, comme un développement de son être dans soi. La transformation de la détermination en manière d'être et réciproquement signifie tout d'abord la réduction de leurs différences.
De cette façon se trouve opposé l'être là, ou quelque chose en général, et du fait que ce quelque chose résulte de la différence en question, qui implique également l'être autre qualitatif, on se trouve en présence de deux quelque chose. Ce ne sont pas deux autres s'opposant sous la forme d'une négation, qui, loin d'être abstraite ou de résulter d'une simple comparaison, est une négation immanente aux deux quelque chose. En tant qu'existant étant là, ces deux quelque chose sont indifférents l'un à l'autre, mais cette affirmation de chacun d'eux par lui-même n'est pas une affirmation immédiate. Chacun se rapporte à lui-même à la faveur de la suppression de son être autre, qui dans la détermination se réfléchit pour devenir un être en soi. Quelque chose se comporte ainsi par lui-même à l'égard de l'autre, parce que l'être autre est posé en lui comme étant son propre moment. Son être dans soi comprend la négation à laquelle il doit son existence affirmative en général, mais l'autre diffère aussi de celle-ci qualitativement, ce qui fait qu'il est posé comme lui, étant extérieur. La négation de son autre ne constitue que la qualité du quelque chose, car celui-ci n'est tel que grâce à la suppression de son autre, c'est à proprement parler de cette manière que l'autre s'oppose à une existence entre le premier quelque chose et l'autre. Il n'y a qu'une opposition extérieure, mais comme en fait ils sont liés l'un à l'autre en vertu de leur concept, leur liaison est telle que l'existence, l'être là, s'est transformée en être autrement, quelque chose en autre, et que quelque chose est tout autant autre que l'autre. Pour autant donc que l'être dans soi est le non-être de l'être autre qu'il implique et contient, tout en différant de celui-ci, en tant qu'existant étant, l'être lui-même est la négation, la cessation de l'autre qu'il impliquait. Il se comporte à son égard négativement et se conserve en se posant ainsi. Cet autre, l'être dans soi du quelque chose comme négation de la négation. Et son être en soi et cette cessation de l'autre est en même temps la simple négation par lui de l'autre quelque chose, qui lui est extérieur. Il s'agit d'un seul état déterminé qui, en tant que négation de la négation, est identique à l'être dans soi des quelque chose, et qui, étant donné que ces négations s'opposent comme d'autres quelque chose, rattache ces quelque chose l'un à l'autre tout en les séparant, puisque chacun nie l'autre. Nous obtenons ainsi la limite. Être pour l'autre signifie une communauté affirmative, indéterminée de quelque chose avec autre chose. La limite fait ressortir le non-être pour l'autre, la négation qualitative de l'autre qui se trouve ainsi écartée du quelque chose, réfléchit sur lui-même. Il importe de suivre le développement de ce concept qui se révèle cependant plutôt comme complication et contradiction. Cette contradiction se manifeste déjà dans le fait que la limite, en tant que négation, réfléchit sur elle-même du quelque chose, contient d'une façon idéale les moments du quelque chose et de l'autre, et que ces moments distincts apparaissent aussi comme réellement et qualitativement différents dans la sphère de l'être là. Quelque chose est donc un être là immédiat, se rapportant à lui-même et est délimité tout d'abord par rapport à autre chose. Cette limite signifie le non-être d'autre chose, mais n'exprime pas le quelque chose lui-même. Elle circonscrit des limites en lui l'autre, mais cet autre est lui-même d'une façon générale quelque chose. Il en résulte que la limite qui sépare quelque chose d'une autre chose est également la limite qui sépare cette autre chose du premier quelque chose, qui à son tour devient l'autre par rapport à celle-là, son non-être. C'est ainsi que la limite n'est pas seulement le non-être de l'autre, mais celui de l'un et de l'autre, donc de quelque chose en général. Mais elle est essentiellement et avant tout le non-être de l'autre, d'où il résulte que quelque chose n'est tel que du fait de sa limite. Il est vrai qu'en tant que limitant, quelque chose se trouve réduit à être limité lui-même. Mais en tant que suppression de l'autre en lui, la limite de quelque chose n'est que son être. Ce n'est que grâce à sa limite que quelque chose est ce qu'il est. C'est d'elle qu'il tire sa qualité. Ce rapport n'est que l'expression extérieure du fait que la limite est simple négation, ou la première négation, mais que l'autre est en même temps la négation de la négation, l'être dans soi du quelque chose. Quelque chose, en tant qu'être là immédiat, constitue donc la limite par rapport à un autre quelque chose. Mais cette limite lui est pour ainsi dire immanente. Il n'est quelque chose que grâce à elle, qui est en même temps son non-être. Elle est la médiation qui fait que quelque chose et autre chose sont et ne sont pas à la fois. Étant donné que quelque chose est et n'est pas dans ses limites, et qu'il existe entre ces deux états une différence immédiate, qualitative, il y a séparation entre son existence et sa non-existence.
quelque chose a son être là en dehors, ou selon la manière dont on se représente la chose à l'intérieur de ses limites. De même, l'autre, étant lui aussi quelque chose, est en dehors de celle-ci. La limite forme le milieu entre les deux milieux, dans lequel l'un et l'autre cessent d'être ce qu'ils sont. Chacun d'eux a son être là, au-delà de l'autre et de leur limite commune. La limite en tant que non-être de chacun et l'autre de chacun. Et EST, l'autre de chacun. En raison de cette différence qui existe entre le quelque chose et sa limite, la ligne n'apparaît comme ligne qu'en dehors de sa limite, formée par le point. La surface comme surface qu'en dehors de la ligne, le corps comme corps qu'en dehors des surfaces qui le délimitent. C'est sous cet aspect qu'on se représente tout d'abord la limite, sous l'aspect de l'être hors de soi du concept. Et principalement dans le cas d'objets situés dans l'espace. Mais le quelque chose envisagé en dehors de la limite est une chose illimitée. L'être là en général, comme tel, il ne diffère pas de son autre. Il n'est qu'être là et a par conséquent la même détermination que son autre. Chacun d'eux est quelque chose en général, ou encore chacun est un autre. Tous deux sont donc la même chose. Mais cet être-là en apparence immédiat est posé avec une précision qui constitue la limite, grâce à laquelle chacun est ce qu'il est, différent de l'autre. Cette limite forme également un caractère qui sert à les distinguer l'un de l'autre. Elle les unit, elle les différencie à la fois comme le fait d'être là. Cette double identité des deux, celle qu'ils doivent être à l'être là et celle qui est en rapport avec la limite, implique que le quelque chose n'a son être là que dans la limite et qu'étant donné que limite et être là immédiat sont négatifs, l'un de l'autre, le quelque chose qui ne reste que dans sa limite se sépare de lui-même. Ce dépassant nous révèle son non-être, l'exprime comme étant son être et s'y installe. Pour appliquer ce que nous disons là à l'exemple ci-dessus, nous dirons qu'une des déterminations qui font que quelque chose est ce qu'il est formée par sa limite. C'est ainsi que le point n'est pas seulement la limite de la ligne, en ce sens que celle-ci cesserait d'exister en lui pour assumer une existence extérieure à lui. Que la ligne n'est pas seulement la limite de la surface, parce que celle-ci cesserait d'exister dans la ligne pour assumer une existence extérieure, et que le corps cesserait d'exister dans la surface pour lui devenir lui aussi extérieur. La vérité est que la ligne commence dans le point. Que celui-ci est le commencement absolu de celle-là. Mais étant donné que la ligne est illimitée dans les deux directions, pour nous servir de l'expression courante qu'on peut se la représenter comme prolongée à l'infini, le point forme son élément, de même que la ligne est l'élément de la surface, et la surface est l'élément du corps. Ces limites sont le principe de ce qu'elles délimitent. De même que l'unité, disons le centième, est à la fois la limite mais aussi l'élément de la centaine entière. L'autre détermination est constituée par l'inquiétude du quelque chose dans la limite où il est enfermé, inquiétude provenant de la contradiction qui le pousse à dépasser cette limite. C'est ainsi que le point représente cette dialectique de lui-même à la faveur de laquelle il tend à devenir ligne, la dialectique de celle-ci consistant dans la transformation en surface et la dialectique de cette dernière dans la transformation en corps. Nous avons ainsi de la ligne, de la surface et de l'espace tout entier une deuxième définition, celle notamment d'après laquelle la ligne résulte du mouvement du point, la surface du mouvement de la ligne. Ce mouvement du point de la ligne n'est cependant considéré que comme quelque chose d'accidentel, ou une simple représentation, mais on fait cette réserve que les déterminations qui doivent donner naissance à la ligne, à la surface, sont les éléments ou principes de ceux-ci, et que ces éléments ou principes ne sont en fait pas autre chose que leurs limites. La naissance de la ligne, de la surface, devient de ce fait moins accidentelle, moins une affaire de simple représentation que le point de la ligne et la surface en contradiction avec eux-mêmes, soit des commencements qui font qu'ils se détachent, se séparent d'eux-mêmes, et qu'ainsi le point, en vertu de son concept, se quitte, pour ainsi dire, lui-même pour passer dans la ligne qu'il donne naissance à la ligne par un mouvement qu'il exécute en lui-même. C'est ce qui est conforme au concept de la limite immanente du quelque chose. Ces considérations ne sont cependant tout à fait à leur place que dans l'étude de l'espace. Disons ici, à titre d'anticipation, que le point est la limite tout à fait abstraite, celle de l'espace abstrait absolu à déterminer au sens d'extraposition. Auseinander-sein continue. Lorsque la limite n'est pas une négation abstraite, lorsqu'elle est celle d'un être là déterminé, bref, lorsqu'elle constitue une précision spatiale,
Le point devient lui aussi spatial, et nous nous trouvons en présence de la contradiction entre la négation abstraite et la continuité qui est celle du passage du point à la ligne, étant donné qu'en fait, il n'y a pas de point de même qu'il n'y a pas de ligne et de surface. Ce qui est posé avec sa limite immanente comme étant en contradiction avec lui-même, contradiction qui le pousse à se dépasser et à franchir sa limite, constitue le fini.